info. Merci Gaël Legras. On va maintenant s'attaquer à l'actualité de la semaine. Pour cela, donc, nous accueillons deux journalistes. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir Eva Morletto. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes correspondante à Paris pour le magazine italien Grazia. Et à vos côtés, bonsoir Juan José Dorado, correspondant espagnol à Paris. Vous collaborez notamment au groupe de presse La Región. Buenas tardes, La Región, c'est bien dit. Welcome. Vous êtes sympa. Welcome Juan José. Tout de suite Nadia, on va commencer donc avec notre premier dossier de la semaine. Ce premier dossier, c'est un inquiétant regain de tension dans les Balkans entre Kosovars et Serbes. Oui, une situation très tendue qui trouve sa source, son origine, on va voir des cartes s'afficher, dans une petite zone de 1800 km² au nord du Kosovo, dans laquelle vit une population à majorité serbe, population qui réclame davantage d'autonomie. C'est l'élection, on va y revenir en détail, mais c'est l'élection de 4 maires albanais dans la région qui a mis le feu aux poudres et qui a généré des affrontements violents. J'ajoute que plusieurs soldats de l'OTAN qui ont été déployés sur place ont été blessés dans ces heurts. Juan José Dorado, les tensions sont récurrentes depuis que le Kosovo a autoproclamé son indépendance. C'était en 2008, après 10 ans de guerre. Sont-elles particulièrement préoccupantes aujourd'hui, ces tensions? Et si oui, pour quelles raisons? Alors, elles sont préoccupantes, la première des choses, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, elles sont récurrentes et parce qu'aujourd'hui, l'Europe est face à la guerre en Ukraine. Et donc, est-ce qu'elle a la tête à s'inquiéter, encore une fois, de ce qui se passe du côté du Kosovo? En fait, le résultat de ce qui se passe en Kosovo, c'est parce qu'on n'a pas su depuis 2008, et cette déclaration unilatérale d'indépendance, de trouver une solution. Même si, c'est vrai que l'Union européenne, depuis quelque temps, avait déjà signalé au Kosovo que la célébration de ces élections était un risque. Mais c'est vrai que les autorités kosovares n'ont pas suivi les recommandations qui étaient celles de l'Union européenne. Donc c'est plus ou moins normal qu'on se retrouve dans cette situation. C'est vrai que c'est quand même une population assez importante, plus de 120 000 ou 120 000, autour de 120 000 Serbes qui se retrouvent dans ces quatre villes. Et c'est vrai que quand on n'a que 3,5 ou 4% de participation, on ne peut pas dire qu'on doit aller en avant donc, avec ces élections. Et donc, on aurait dû peut-être les annuler ou tout simplement ne pas reconnaître, ne pas aller chercher la mise en place des maires élus, entre guillemets. Et à Morletto, d'ailleurs, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, notamment, demandent de nouvelles élections dans ces 4 communes où il y avait à peine 4% de participation, comme l'a dit Juan José à l'instant. Oui, ça me semble une bonne idée, parce que dans le sens que le Premier ministre kosovar agit de façon très imprudente actuellement. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans un contexte, là, dans les rapports entre Serbie et Kosovo, qui était déjà tendu. Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu, de la part du Kosovo, ils avaient interdit l'utilisation des plaques d'immatriculation et des cartes d'identité qui avaient été émises par Belgrade. Donc déjà, ça avait mis un peu le feu aux poudres dans la population serbe du Kosovo. Aujourd'hui, encore cette élection a encore été perçue comme quelque chose, comme une sorte d'intrus. Ces 4 maires qui ont été élus à 3,5%, et surtout dans des enclaves où il y a quand même 40 000 citoyens serbes et qui ont boycotté ces élections et donc qui ne se sont pas sentis pris. Voilà. Et puis, il faut encore remarquer un autre sujet, c'est-à-dire le moment qui vit la Serbie en ce moment, c'est de grandes contestations internes. Il y a eu 2 grandes tueries, fusillades, tueries de masse. Avec des armes en circulation. Avec des armes. Serbie, quand même, qui est un peu un nœud du trafic d'armes international, et ça continue à l'être. Il y a une mafia qui est très développée et qui vit de ce trafic d'armes. Donc il y a une contestation interne des Serbes envers leur président. Quelle est la meilleure solution pour le président? De regarder au Kosovo, de le rendre comme bouc émissaire de la grogne de son propre peuple. Pourquoi pas? Et ce regain de tension, ces heurts dans le nord du Kosovo interviennent dans un contexte bien particulier, celui de la guerre en Ukraine. Vous le rappeliez, Juan José Dorado, à l'instant, avec évidemment donc une situation qui est observée de très près par Moscou, Nadia. Oui, sans grande surprise, la Russie s'en est mêlée cette semaine. Elle a réaffirmé son soutien à la Serbie. Elle l'a fait par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il ne s'est pas privé de mettre de l'huile sur le feu. Regardez. Les Serbes combattent pour leurs droits dans le nord du Kosovo. Une grande éruption se prépare au centre de l'Europe, à l'endroit même où, en 1999, l'OTAN a mené une agression contre la Yougoslavie, violant tous les principes possibles des accords d'Helsinki.
Juan José Dorado, une grande explosion. Quel gain, selon vous, la Russie espère-t-elle tirer de la situation? Puisque, en effet, comme le dit Renaud, elle l'observe avec attention, ce qui se passe. La première des choses, c'est mettre en difficulté encore plus l'Europe. C'est vrai que diplomatiquement, pour la Russie, ça devient très compliqué. On l'a vu avec la communauté politique européenne qui se retrouvait en Moldavie il y a à peine quelques heures, quelques jours. Donc, c'est vrai qu'aller insister sur d'autres problèmes européens qui vont mettre l'Europe à l'épreuve est important d'autant plus que vous avez remarqué que c'est l'Espagne qui aura la présidence de la Communauté européenne le 1er juillet. Et l'Espagne est l'un des 5 pays de l'Union européenne qui ne reconnaît pas le Kosovo. Donc comment voulez-vous que l'Union européenne ou la présidence espagnole qui ne reconnaît pas le Kosovo aille trouver une solution pour ce problème qui effectivement mêle les Russes, et pas que les Russes, puisqu'il y a aussi les Chinois qui sont derrière. Alors Marc Duguin, on vient de voir Sergueï Lavrov. Vladimir Poutine est présent dans votre livre. Il en parle. Malheureusement, il mène encore la guerre en Ukraine dans votre livre. Aujourd'hui, c'est quoi pour vous, Vladimir Poutine? C'est un danger qu'on n'a pas voulu voir? Écoutez, moi, j'ai le souvenir. Je dirais que ça a été un de mes premiers engagements. Quand j'ai commencé quand j'avais écrit Une exécution ordinaire sur l'affaire du Koursk, que j'étais en Russie, que j'avais fait l'enquête. Le Koursk, le naufrage du sous-marin. Tous les militaires, tous les soldats russes. Oui, et Poutine avait laissé mourir les survivants d'ailleurs, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'autres personnes qui puissent donner une version. Et donc, depuis, après tout le temps que j'ai passé là-bas et tout le travail que j'ai fait sur ce livre, j'ai écrit beaucoup d'articles qui me valent aujourd'hui d'être interdit d'aller en Russie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, aux diplomates que je connaissais, aux amis, je leur disais, Poutine, ça va être quelque chose. Et j'ai toujours été étonné par cette réaction qui était de dire, oui, mais enfin, en faisant du business, on va toujours finir par s'arranger. Or, je crois qu'ils n'ont pas compris du tout la mentalité de Poutine, et que Poutine ne s'arrêtera, il ne faut pas attendre des Russes par l'élection ou même par la révolte, parce que je n'y crois pas une seconde, mais Poutine s'arrêtera que par la défaite. Alors c'est maintenant l'heure du temps fort en images de la semaine. Il nous entraîne ce temps fort en Espagne, justement, où la gauche a subi une déroute aux élections locales. Le Parti socialiste recule, son allié, le parti de gauche radical Podemos, s'effondre. La droite contrôle désormais la majorité des régions, des grandes villes du pays. L'Espagne entre dans un nouveau cycle. C'est la victoire d'une nouvelle forme politique. Et c'est ça le plus important. Nous allons changer la manière de faire de la politique et nous avons gagné la confiance de l'Espagne pour le faire. Alors pour gouverner localement, la droite a toutefois le plus souvent besoin du parti d'extrême droite, Vox, qui est en progression. Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, convoque des élections législatives anticipées pour le 23 juillet. Juan José Dorado, est-ce que la victoire de la droite et de l'extrême droite est inéluctable lors de ce scrutin? Elle est pratiquement assurée d'une victoire s'il n'y a pas une grosse gaffe de la droite ou de l'extrême droite, mais notamment de la droite, qui est celle qui a vraiment gagné, puisqu'elle a 2 millions de voix en plus qu'en 2019. Lors des précédentes élections locales. Voilà. Donc là, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est des élections régionales et locales. Le pouvoir régional en Espagne est énorme et très, très important. Mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que depuis 5 ans, l'Espagne est dans l'instabilité politique, puisque c'est un gouvernement en minorité, des coalitions et en minorité en même temps. Et donc ça devient très compliqué pour le Parti socialiste, qui a notamment cherché tout le temps la confrontation. Et quand vous gouvernez contre... Sur quel sujet? Sur tout un tas de sujets. Ouais. Vous savez, il y a eu les déclarations du président Sánchez dès qu'il est arrivé au pouvoir, où il avait assuré qu'il n'allait pas gouverner avec la gauche radicale. 2 mois après, il gouverne avec la gauche radicale. Il avait dit, je ne vais jamais gracier les indépendantistes basques. Ils sont condamnés, ils sont graciés dans la foulée. Donc il y a eu tout des un réformes tas... sociétales aussi, qui visiblement n'ont pas porté leurs fruits dans les urnes. Les réformes sociétales sur les mœurs, sur les femmes, pour les femmes, etc. Ça n'a pas rapporté de voix visiblement à la gauche. Tout à fait. Notamment, il y a 2 réformes. La première, c'est ce qu'on appelait la loi du oui, c'est-à-dire le consentement pour les relations sexuelles, et où la réforme a amené à réduire les peines des condamnés, ce qui a fait que plus d'1 millier de condamnés ont vu leur peine réduite, et pour certains,
sorti de prison. Oui. Donc le gouvernement s'est vu obligé de réformer à nouveau une loi qu'il venait de voter 2 mois auparavant. Une loi sur le changement de sexe, Et sur les puis, papiers d'identité à partir effectivement, la loi sur le 16 ans. changement de sexe pour les enfants mineurs qui peuvent demander un changement de sexe à 16 ans. Et ça a vraiment choqué beaucoup d'Espagnols, au-delà de la droite et de la gauche. Alors on le verra évidemment à l'issue des élections législatives programmées le 23 juillet. La droite est donc favorite. Peut-être y aura-t-il même, y compris des ministres d'extrême droite, de Vox, si jamais le besoin s'en faisait sentir pour la droite pour gouverner. Des ministres d'extrême droite dans un gouvernement en Europe, c'est quelque chose qui est en train de devenir banal, assez courant finalement, Eva Morletto, parce que je me tourne vers vous. Même si la situation, si on veut faire des comparaisons, c'est pas tout à fait la même, dans le sens que quand même, parce que qu'est-ce qu'on avait rapproché à la gauche italienne, c'est de se concentrer notamment sur ces sujets des droits civiques, des droits des LGBT, etc., et de laisser de côté les droits des travailleurs, certaines choses plus basiques, le pouvoir d'achat, etc. Alors que finalement, le bilan, si on regarde le bilan économique de Sanchez, n'est pas si mauvais que ça. Parce que finalement, c'est un État où il y a 4% d'inflation, donc moins que beaucoup d'autres pays d'Europe. On a quand même le chômage qui est limité à 13%. Et on n'a pas profité. Exactement, ça ne lui a pas profité. Et on a aussi eu une lutte contre les travaux précaires, ce qui n'est absolument pas été fait, ou alors de manière très, très modérée en Italie. Il y a eu le SMIC qui a été poussé plus 47%. Le SMIC n'existe pas encore en Italie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent justifier le fait que l'Italie se soit tournée, d'une certaine manière, parce que déçue par la gauche, vers l'extrême droite. Là, c'est différent. Un mot, Juan José Dorado, on sait qu'en Italie aussi, dans la campagne, la question migratoire a été mise en avant par l'extrême droite en particulier. En Espagne, elle a existé aussi dans la campagne ? Elle a existé, c'est notamment Vox qui l'a mis et qui arrive à faire donc 15% aujourd'hui du côté de l'Espagne. Alors, on va passer à un autre dossier de la semaine, Nadia, une autre alerte environnementale, une de plus, les forêts françaises dépérissent. Oui, en 2026, ces forêts françaises pourraient émettre plus de carbone qu'elles n'en absorbent. C'est ce qu'on peut lire dans plusieurs publications scientifiques récentes. Les causes sont multiples à ce phénomène. La sécheresse, les coupes, les incendies sont donc en train de priver les forêts de leur super pouvoir de captation de CO2. Et j'ajoute enfin que Emmanuel Macron s'est rendu hier dans le Gard pour préparer la lutte contre les feux de forêt. Marc Duguin, vous êtes préoccupé par la question écologique. Il suffit de vous lire pour le savoir. Selon vous, l'État en fait assez pour sauver les forêts qui nous sont donc absolument essentielles, au moins autant que les océans? Je ne suis pas préoccupé, je suis obsédé. Vous avez d'ailleurs une forêt, vous en aviez une, vous en avez une autre? J'ai eu plusieurs forêts. Et bon, il se trouve qu'après, j'ai changé d'endroit. Là, maintenant, je suis dans les Cévennes. J'ai une forêt qui est pas immense, mais qui fait une quinzaine d'hectares. Et avec les droits de ce livre, d'ailleurs, je vais encore acheter des terres et des forêts. Parce que c'est le seul investissement utile que je trouve aujourd'hui. Utile pourquoi? Qu'est-ce que vous en faites de ces forêts? À faire parce que, d'abord, il y a des terres qui sont des terres que je veux mettre gratuitement à la disposition d'agriculteurs qui sont vraiment écologistes. Pas qui font semblant, sachant que c'est très très dur pour l'agriculture écologiste aujourd'hui, puisque en plus les intermédiaires dans le bio prennent des marges assez conséquentes. Et donc, oui, mais c'est vrai que c'est une grosse responsabilité parce que là, moi, je viens justement de faire des coupes, non pas de bois, mais des coupes d'accès des pompiers sur la propriété. Je suis au milieu du parc national des Cévennes, donc si ça se met à brûler. Donc, c'est la forêt, c'est une inquiétude permanente, en fait. Quand on habite à côté d'une forêt, en plus, on se dit, bon, à tout moment, ça peut se déclarer, mais il faut pas lâcher. En plus, il y a effectivement ce dont vous parlez, c'est-à-dire que là, maintenant, moi, je vais replanter. Mais il faut planter, il faut anticiper. Je peux plus. Les hêtres, c'est fini, par exemple. Mes hêtres meurent les uns après les autres, donc il va falloir, bien que je sois à 1000 mètres d'altitude, il faut que je trouve vraiment l'espèce qui a une chance d'avoir une espérance de vie supérieure à la mienne, ce qui est justement c'est déjà une première étape. Marc Duguin l'évoque, et Eva Morletto, il y a ce paradoxe. En France, et je crois que c'est le cas aussi en Italie d'ailleurs, la forêt progresse. La France est beaucoup plus boisée aujourd'hui qu'il y a un siècle, sauf qu'elle perd en qualité, en quelque sorte. Les arbres, effectivement, ne jouent plus leur rôle de capteur de CO2. C'est le cas aussi en Italie? C'est le cas aussi en Italie. En Italie, pourtant, c'est très boisé, comme vous dites. Ça, en quelques décennies, a pris 20% la forêt. Aujourd'hui, je crois qu'on est le deuxième pays boisé après, je crois, l'Espagne, qui a 50%. Nous, je crois qu'on est entre 36 et 38%. Et malgré ça, en fait, il y a un gros problème
problème, c'est la sécheresse. D'ailleurs, récemment, il y a eu des désastres en Emilia-Romagna, dans la région de Bologne, qui ont causé des morts, etc. Parce que la forêt n'est pas seulement question d'émissions, mais c'est aussi pour stabiliser les terrains. Oui. C'est qu'il y a donc les glissements de terrain qui ont été provoqués là. C'est voilà, à cause d'une faible qualité aujourd'hui des bois. Et ça joue énormément. Il faut dire que la gestion est très difficile en Italie comme en France, parce qu'il y a 75% en France, et je crois deux tiers des forêts privées, exactement. Donc qui reste très compliqué à gérer pour les institutions, même si on a ces programmes européens de replanter les bois, etc. En Italie, c'est prévu 200 millions d'arbres dans le programme européen de biodiversité, de stratégie européenne de biodiversité 2030. Tous les propriétaires privés ne sont pas aussi soigneux. Non, mais c'est surtout que c'est des petits propriétaires, des petites parcelles. Bien souvent, c'est les fruits d'héritage, et c'est compliqué de mettre en acte un programme qui soit cohérent. Alors la forêt, évidemment, en Europe, en France, en Europe et même ailleurs, a été dévastée par de nombreux incendies ces derniers mois, ces dernières années. Et depuis quelques années, d'ailleurs, Jean-Mathieu Pernin, on ne parle plus seulement de feu, mais de méga-feux. Eh oui, méga-feux, oui. Quoi, les méga-feux ? Alors, bonne question, Renaud. Hein. D'ailleurs, faites le test, demandez à vos proches. Au fait, c'est quoi un méga-feu ? Eh bien, vous entendrez des réponses bien différentes. Hein. En fait, la raison est simple, c'est qu'il n'y a toujours pas de définition scientifique du phénomène. En France, l'expression a été employée pour la première fois l'année dernière pour qualifier les incendies qui ont ravagé la forêt landaise, un terme souvent utilisé pour définir les feux qui sévissent en Californie ou en Australie. Alors pour faire simple, on va dire qu'il s'agit d'incendies hors normes, aux flammes gigantesques, ravageant des milliers d'hectares de forêt, mais un méga-feu peut aussi se mesurer en nombre de personnes évacuées. Ainsi, lundi dernier, au Canada, ce sont 16 000 personnes qui ont dû quitter leur logement autour d'Halifax. Alors devant le Sénat, en juin 2022, l'ancien président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers comparait ces méga-feux à, je cite, des centrales nucléaires qui se déplacent, car la puissance dont nous parlons se mesure en mégawatts. C'est assez impressionnant. Cette année, la saison des incendies géants est particulièrement précoce. Ainsi, le Chili a vu brûler plus de 400 000 hectares en février. Un mois plus tard, c'est l'Espagne qui se retrouvait avec notamment un incendie hors de contrôle dans les Asturies. Dans les deux cas, le réchauffement climatique, vous l'avez dit aussi, cause de la sécheresse, accélère la transformation d'un incendie en méga-feu. Les pompiers sont sur le pied de guerre pour l'été qui arrive, mais selon le GIEC, les feux de forêt de portée catastrophique devraient augmenter de 30 à 60% d'ici la fin du siècle. Donc on garde le moral, quand même. Mais Juan José Dorado, vous, en Espagne, comment faites-vous pour lutter contre ces méga-feux ? Par exemple, au Chili, eux, carrément, c'est l'armée qui doit intervenir pour essayer d'éteindre ces feux. En Espagne, l'armée intervient aussi effectivement, pour éteindre le feu. L'Espagne a notamment approuvé un plan d'action qui va jusqu'à 2050, mais notamment un plan 2022-2032. Et ce plan va amener des investissements de 2,6 milliards à peu près, dont plus de la moitié sont destinés à l'adaptation des forêts au changement climatique. Oui. Parce qu'en fait, vous le disiez tout à l'heure, il y a certaines espèces d'arbres qui meurent, donc il faut les remplacer pour d'autres. Et donc, l'Espagne a décidé tout simplement d'effectivement aller de l'avant et donc commencer à adapter ses forêts à ces changements climatiques. Parce que vous l'avez indiqué, effectivement, l'Espagne est un pays avec autour de 40% des forêts. Donc la surface progresse, c'est la qualité des arbres qui change. C'est la vulnérabilité qui augmente. Tout à fait. Plus d'arbres, mais de moins bonnes... Et puis, il y a les feux en Espagne cette année. Là, au mois de juin, on est à 21 millions d'hectares qui ont disparu. Donc, effectivement, ça progresse tous les ans et ça devient de plus en plus compliqué. Donc, la nécessité d'adapter les forêts au changement climatique. Merci, Juan José Dorado. Merci à tous les deux. Merci, Eva Morletto, d'être venus débattre tous les deux ce soir sur ce plateau.